Pendant que l'on continue de penser les blessures, de se remettre des séquelles et du traumatisme de cette pandémie que le monde entier a connue, le coronavirus refait surface et fait parler à nouveau de lui. Mais cette fois-ci, il ne vient pas seul. Il se fait accompagner de celui de la dengue. Et c'est de cela qu'il est question. Faut-il s'alarmer ou rester vigilant, tout simplement? Nous en parlons dans ce numéro spécial de votre émission Les Grands Enjeux avec le docteur Kokou Otobe. Il est le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. SG, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Sifou. Bonjour, chers téléspectateurs de SOS Docteur TV. Alors, vous avez fait diligence, vous nous avez rejoints parce que l'heure est peut-être grave, même s'il ne faut pas trop s'alarmer, vous me direz. Mais pour les besoins de la cause, il faut quand même en parler et il faut quand même se poser des questions. Oui, l'heure est grave, mais il ne faut pas s'alarmer. Nous savons que depuis la fin de l'année 2022, il y a plus eu de cas, de flambée de cas de Covid-19 dans le monde. Mais je voudrais dire que la situation de Covid-19 est bien suivie dans le monde. Par exemple, pour le mois de mai 2024, 94 pays ont notifié des cas de Covid-19 et 28 pays ont rapporté des décès dus à la Covid-19. Et c'est pour dire que cette maladie est sous surveillance et nous continuons par suivre de façon quotidienne l'évolution des cas de la Covid-19 et il ne faudrait donc pas s'affoler. Nous ne sommes plus dans une phase de crise. Nous ne sommes plus dans une phase de crise, mais nous restons vigilants sur l'évolution des cas de Covid-19. Alors, rester vigilant et surtout notifier, signaler et réagir comme cela se doit. Le gouvernement montre la voie déjà en sortant un premier communiqué. Je nous propose donc de suivre un peu, disons, la restitution de ce communiqué par la rédaction de ce Docteur TV. Et puis, nous allons revenir, continuer avec vous. Merci. Communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Des cas de dengue ont été enregistrés au cours du second trimestre de l'année 2024 par le système de surveillance épidémiologique. Des investigations ont été faites et se poursuivent pour une détection continue des cas dans les formations sanitaires et dans la communauté en vue de leur prise en charge précoce. La dengue est une maladie infectieuse de plus en plus récurrente en Afrique de l'Ouest et au Togo. Elle fait partie du groupe des fièvres virales hémorragiques et peut infecter toutes les personnes par piqûre de moustiques. Elle se manifeste par des signes non spécifiques comparables à ceux des autres fièvres virales hémorragiques, parmi lesquelles on peut citer une fièvre, une faiblesse intense, des céphalées, des douleurs articulaires et ou musculaires, des nausées, vomissements, des éruptions cutanées. Ces signes peuvent s'accompagner ou non de saignements. Des complications graves sur la santé peuvent survenir. Face à cette situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a pris des dispositions, entre autres, assurer la détection précoce et la notification des cas, organiser la prise en charge d'éventuels cas, sensibiliser la population sur les mesures préventives et la conduite à tenir devant des signes de suspicion. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à l'adoption des mesures de lutte antivectorielle pour réduire le risque de contracter cette maladie, à savoir éviter la piqûre de moustiques en dormant sous moustiquaire imprégné, en portant des vêtements qui couvrent autant que possible tout le corps, en utilisant les autres mesures de lutte antivectorielle. Détruire les gîtes larvaires contenus dans les boîtes de conserve, les ustensiles de cuisine jetés à l'intérieur et autour de nos maisons. Éliminer les déchets autour des habitations et assainir régulièrement notre environnement. Devant toute suspicion, informer le personnel de la formation sanitaire la plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. La dengue peut être guérie si elle est détectée et prise en charge précocement dans une formation sanitaire. Le ministre en charge de la Santé compte sur le civisme de tous dans la lutte contre cette maladie. Fait à Lomé le 27 juin 2024, le professeur Moustapha Mijiawa. Je vous sais avec nous en ce moment en direct à l'antenne et pour les téléspectateurs qui voudraient bien poser des questions, vous verrez donc les numéros qui vont s'afficher à l'écran. Vous pouvez aussi envoyer des SMS, le numéro aussi vous sera indiqué via WhatsApp. Nous pouvons donc répercuter vos préoccupations au SG qui va donc faire
le plaisir de vous répondre. Nous revenons à vous, monsieur le secrétaire général. Merci. Vous l'avez dit, on ne s'est jamais endormi, ça a continué. On voit bien que le communiqué du gouvernement précise un peu les conditions dans lesquelles cette épidémie refait surface. Mais la variante dans ce que nous disons, c'est la dengue aussi qui se fait signaler. Oui, la dengue, c'est une maladie infectieuse due à un virus et transmise par la piqûre d'un moustique du genre Aedes. C'est une maladie connue depuis des siècles et qui habituellement est une maladie non grave, bénigne, qui guérit spontanément. Mais depuis quelques décennies, il y a eu une transformation de cette maladie avec l'apparition de cas de formes sévères qui apparaissent. Et c'est une maladie qui sévit habituellement dans les régions tropicales et intertropicales. Tout à fait. Tropicales. Et chez nous, habituellement, on ne le dépistait pas, mais depuis l'année 2023, on a constaté en Afrique que 15 pays ont connu des flambées de cas de dengue. Dans notre pays, le Togo. Le pays le plus touché en Afrique depuis 2023, c'est le Burkina Faso avec près de 146 000 cas suspects. C'est à nos portes. À nos portes et près de 700 décès, plus précisément 688 décès dus probablement à la dengue. Oui. C'est-à-dire donc que la maladie est là et depuis ce mois de mai, depuis le 6 mai 2024, au Togo, nous avons notifié progressivement des non croissants de cas. Et la dernière semaine du mois de juin, nous avons notifié 111 cas de dengue, ce qui porte sur le mois de mai et de juin 360 cas de dengue confirmés avec deux décès. Alors, ce qui est curieux, c'est que vous dites maladie tropicale qui va sûrement s'apparenter au paludisme, ce qui ne facilite pas les choses, j'imagine. Oui, les symptômes sont semblables à ceux du paludisme, mais le personnel est bien formé, a des signes et a des moyens de diagnostic pour faire la part des choses. Ce qui est essentiel, c'est qu'on puisse confirmer rapidement et prendre en charge les patients précocement pour ne pas arriver à des formes sévères qui peuvent être fatales pour le patient. Alors, formes sévères, qui peuvent être fatales pour les patients, mais en même temps aussi pour les entourages, parce que comme vous le dites, le plus souvent, quand on a les symptômes qui s'apparentent au palu, on va y aller habituellement de notre automédication et des recettes qu'on a à côté, ce qui peut être une situation quand même aussi qui va favoriser, disons, la gravité de la maladie. Absolument. Nous appelons la population vraiment, si on a présent des symptômes je voudrais les rappeler, si on a par exemple pour la dengue, les signes habituellement c'est une fièvre qui apparaît brutalement, des maux de tête, des douleurs derrière les yeux, des douleurs au niveau des articulations et au niveau des muscles, on peut avoir des boutons sur le corps. Et donc on doit aller dans un centre de santé. Les agents de santé connaissent bien ces signes, peuvent demander un test diagnostic rapide pour faire la part des choses et adopter le traitement approprié pour cette maladie. Si c'est le paludisme, on prend le traitement du paludisme. Si c'est la dengue, on vous donne les traitements appropriés pour les cas spécifiques de la dengue, pour ne pas laisser pourrir la situation, évoluer vers une forme grave qui sera difficile à gérer. Alors, rassurer les populations qu'autant on peut dépister très facilement le paludisme, on va dépister également donc la dengue. Et il vaut mieux aller à l'hôpital, savoir ce dont on souffre avant peut-être de revenir à la maison et aller avec ses recettes. Absolument, il faut aller vers un centre de santé et utiliser l'État, met les moyens à disposition des centres de santé, des agents de santé. Il faut aller vers ces agents de santé et les centres de santé pour bénéficier de tout ce que l'État met en place comme moyen pour lutter contre le paludisme et la dengue. Alors vous dites concrètement qu'aujourd'hui, si on traîne un cas de dengue dans une maison, tout le monde risque d'y passer. La maladie est transmise par la piqûre du moustique. D'accord. Oui. Et donc, si on a les moustiques, tout comme le palu qui se promène dans la maison, c'est sûr qu'on est sur le coup de la dengue et il faut rester vigilant. Rester vigilant et je voudrais en même temps parler des moyens de prévention. Les moyens de prévention de la dengue, c'est dormir sous moustiquaire imprégné. C'est aussi
appliquer les répulsifs des moustiques sur le corps pour éviter d'être piqué par le moustique. Oui. Mais c'est aussi porter des vêtements amples et couvrants qui couvrent tout le corps pour ne pas être piqué. C'est prendre les mesures pour détruire tout ce qui peut être gîte pour les moustiques dans nos maisons, les ustensiles, les boîtes de conserve, tout ce qui est les herbes qui poussent autour de nos maisons, c'est de faire tout pour enlever ces herbes qui constituent des gîtes pour la multiplication des moustiques. Cela nous met à l'abri de ces moustiques qui sont nuisibles pour notre santé. Alors c'est clairement dire que nous avons déjà une certaine culture de lutte, de prévention contre le paludisme. Il suffit donc de continuer dans cette voie-là, faire comme si on était en face du paludisme et puis on règle le problème de la dengue. Absolument, absolument. Il faut dormir sous moustiquaire et utiliser les répulsifs. Comme vous l'avez dit. Comme j'ai dit, mais il y a des spécificités. Il faut savoir aussi que le moustique qui cause la dengue a une activité plutôt dans la journée et pique tôt le matin et en fin de journée, il faut tenir compte de ça et nous protéger réellement contre la dengue. Alors voilà donc qui nous édifie davantage sur les conditions donc de transmission, sinon de mise en contact avec la maladie. C'est vrai que peut-être vous permettrez que j'aille un peu plus en détail sur qu'est-ce qui fait que nous avons beaucoup de cas de dengue aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui fait que cette maladie s'est étendue. Notre environnement a beaucoup changé. Et nous avons aussi les déplacements, les moyens de transport rapides qui permettent aux moustiques aussi de voyager d'un coin à l'autre de la planète. Il y a la population mondiale qui s'accroît, et donc les villes qui se développent rapidement avec peu de mesures d'assainissement. La dengue, c'est une maladie qui sévit en milieu urbain et semi-urbain. Donc principalement, et donc le changement climatique, toutes ces perturbations contribuent à l'éclosion des moustiques qui causent qui sont les vecteurs pour la dengue et donc favorisent le contact entre l'homme, le moustique et le virus qui alors, le sujet reste sérieux, mais voilà que le moustique aussi se sert de nos moyens technologiques pour nous suivre partout où nous allons. Oui. Et donc savoir qu'autant on produit, on transforme chaque fois pour se donner un certain confort, on crée aussi des conditions de confort pour le virus. Oui, parce que avant, la dengue, c'est une maladie tropicale, intertropicale, mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai décrit tout à l'heure comme transformation et changement, le vecteur, le moustique, s'est répandu dans le monde entier, se retrouve dans les pays tempérés, qui sont aussi confrontés à la dengue. Aujourd'hui, la dengue, plus de la moitié de la population du monde est exposée au risque de dengue. Donc, c'est dire que c'est un problème réel et que nous devons en prendre conscience et prendre les mesures qui reviennent à chacun individuellement et collectivement pour lutter efficacement contre la dengue. Eh bien, tout est dit, cela montre que tous nous sommes concernés, quelle que soit la partie du monde auquel on se trouve. De toute façon, SOS Docteur TV, c'est une chaîne panafricaine, mais qui existe sur la toile. Et donc, les gens peuvent nous regarder partout et votre message passera. Et je sais aussi que dans les autres pays, tous les spécialistes vont interagir, vont s'exprimer, donner donc les mesures de prévention aux gens, donner des conseils aux populations. Parce que vous l'avez dit, il y a des migrations, il y a cette communication entre les populations du monde et nul n'est à l'abri. Justement, c'est une situation qui préoccupe tout le monde entier et nous allons suivre le deuxième élément sonore et visuel de notre émission qui fait plus ou moins le panorama de tous ces problèmes dans le monde avec le dossier de la rédaction de SOS Docteur TV. Nous revenons pour déjà lancer l'antenne. Je sais qu'il y a des gens qui attendent, qui veulent intervenir. À tout de suite. La Covid-19 pointe à nouveau le bout de son nez. Le constat a été fait après 61% de cas de Covid-19 détectés parmi les pèlerins sénégalais au retour du Hajj 2024. Plusieurs pays se sont mis en alerte pour tester à leur tour des pèlerins revenus de la Mecque.
Au Sénégal, en Centrafrique et au Togo, les dispositions sont prises, entre autres, dépistage systématique des cas suspects préidentifiés et des pèlerins volontaires à leur arrivée à l'aéroport, port systématique d'un masque au départ de l'aéroport, d'embarquement et durant tout le vol. Au Sénégal, renoncement à la communion dénommée Ganalé pour le cas des pèlerins déclarés positifs afin d'éviter les rassemblements et la propagation du virus. Contact de la structure sanitaire la plus proche en cas de présence des symptômes associés au SARS-CoV-2 pour les pèlerins de retour n'ayant pas subi le test et les personnes contacts des cas positifs. Signalement de tout cas de complications liées à un retour de pèlerinage pour une prise en charge rapide par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale selon les canaux usuels. Et entre autres, au Togo, les dispositions sont comme suit. Vaccination des pèlerins contre la Covid-19 avant leur départ pour le Hajj. Sensibilisation des pèlerins sur le respect des mesures d'hygiène. Suivi sanitaire des pèlerins par une équipe médicale pendant tout le séjour. Le gouvernement informe les pèlerins et leurs familles des dispositions suivantes visant à favoriser leur retour sécurisé au pays. Renforcement des mesures sanitaires pendant le séjour des pèlerins à la maison du Hajj. Le gouvernement invite les familles des pèlerins à s'abstenir de se rendre à l'aéroport et à la maison du Hajj avant la disponibilité des résultats des analyses. Les pèlerins devront observer les mesures de prévention à domicile, entre autres, limiter les contacts, porter des masques, se laver régulièrement les mains, éviter les rassemblements pendant les 10 jours suivant leur retour. Devant toute suspicion de maladies respiratoires, fièvre, toux, mal de gorge, difficulté à respirer, se rendre dans la formation sanitaire la plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. Alors, monsieur le secrétaire général, de retour des rites du pèlerinage, on constate que l'on a ramené des cas de coronavirus et comme vous le disiez, c'est ça aussi donc les déplacements, je l'ai dit, l'intercommunication donc entre les populations où on vient, l'interaction des populations du monde entier. Et voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Et déjà quelques questions arrivent. L'on voudrait savoir, monsieur le secrétaire général, si on est suffisamment à l'abri avec le retour du Covid-19. Oui, je dirais qu'on est à l'abri, mais nous devons rester vigilants. Vigilants par rapport à la maladie de la Covid-19. Dans le développement tout à l'heure, je reviendrai là-dessus, pourquoi nous devons rester vigilants. D'accord. Alors c'est vrai que pourquoi nous devons rester vigilants, on va y aller. Je le rappelle, les numéros auxquels vous pouvez donc poser vos questions, si vous souhaitez intervenir directement à l'antenne, vous pouvez appeler. Les numéros s'affichent en bas, si je ne m'abuse, vous pouvez donc nous appeler. Vous pouvez aussi envoyer des SMS sur ces numéros, cela nous sera transmis et donc nous allons réagir avec vous. Alors, est-ce qu'on doit se faire vacciner? Voilà une autre question. Devons-nous porter des masques à nouveau? Oui, se faire vacciner, je voudrais... Le port de masque, c'est une mesure de base et utile et nécessaire. Pour se protéger soi-même et protéger les autres. Et donc, c'est nécessaire de le porter. Si, par exemple, je fais un rhume, je porte le masque pour protéger les autres. Pour ne pas contaminer mon entourage. Ça, c'est nécessaire. Mais le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je voudrais dire que cela est nécessaire si... Ce n'est pas une directive, mais chacun doit faire la part des choses pour savoir que le port de masque est utile pour la santé, préserver la santé. Alors, comme vous le dites, ce n'est pas encore institutionnel comme on l'a vécu lors de la pandémie. C'est vrai que la mesure n'a pas été encore instituée, elle n'est pas encore rendue publique ou c'est systématique comme vous le dites. Mais la question reste posée, c'est que chacun doit quand même savoir que si on est mal en point, qu'on le sait, et qu'on se sait
la moindre des choses, c'est de pouvoir protéger les autres. Protéger Et la les mesure de base reste donc le port des masques. Le lavage des mains, l'utilisation des solutions hydroalcooliques sont des mesures de base nécessaires. Comme on l'avait fait. De toute façon, cela nous a habitués. Je ne suis pas sûr qu'on ait perdu les habitudes. Pas du tout. Oui. Dans la ville, on voit Oui, les citoyens porter les masques. Oui. Donc cela est une bonne chose. Alors, faut-il se faire vacciner? Est-ce qu'il faut reprendre les vaccins qu'on avait eus? Est-ce que cela ne suffit pas pour nous protéger? Oui, la vaccination contre la COVID-19, c'est une vaccination temporaire. Cela donne une protection pour une période donnée, et pas une protection à vie, une période donnée. Pourquoi on fait des rappels? Aujourd'hui, les recommandations vont beaucoup plus. La vaccination, c'est pour les personnes âgées, oui, les personnes ayant des maladies chroniques, et le personnel de santé qui est en contact avec beaucoup de monde. Oui, avec les patients surtout. Avec les patients. Oui. Et donc, ce sont les mesures. Voilà. Alors, les questions continuent de tomber et je vais me faire le devoir de vous les lire. Et je mets en veilleuse les miennes et celles de SOS Docteur TV. Priorité donc aux téléspectateurs qui posent des questions. Alors, les tests de Covid-19 sont-ils disponibles en pharmacie pour les autodiagnostics ou il faut forcément aller donc en milieu hospitalier? Oui, les laboratoires agréés sont là. Le laboratoire référence est l'INH qui fait les tests. Il y a d'autres laboratoires à Lomé qui le font, mais pour le moment, ce n'est pas en autodiagnostic. Voilà, donc il faut forcément aller voir pour le prélèvement, les prestataires. Les prestataires sont. Oui. Cela est utile pour la surveillance, surveillance de la maladie. Parce que si chacun y va dans son sens, on ne pourra plus rien maîtriser. Il faut rester dans un cadre bien formel où on puisse documenter les cas, on puisse savoir ce à quoi on fait face. Tout à l'heure, nous reviendrons là-dessus, sur ce qui se fait en matière de surveillance et qu'est-ce que nous sommes en train de faire et comment nous pouvons démontrer qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons n'est pas alarmante par rapport à aux tendances dans le monde entier. Alors, nous avons un appel de Agbala Peddo. Si la personne est toujours en ligne, nous vous écoutons. Bonsoir. Allô, bonsoir, sur Docteur TV. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'aimerais poser une question par rapport à la COVID-19. Oui. Est-ce que l'on doit encore se faire vacciner après ce retour récurrent de virus? Alors, c'est la seule question que vous avez ou bien vous avez une autre question? Alors, je sais aussi ça va se faire aujourd'hui la prise en charge des nouveaux cas qui se présentent depuis le retour de nos amis de la Mecque. Oui. D'accord. C'est tout? Oui, c'est tout ça pour moi. Merci et belle émission. Merci beaucoup. Oui, la vaccination contre la COVID-19 est utile et nécessaire. Oui. Nous encourageons la population à se faire vacciner pour se protéger contre la maladie. C'est une maladie qui existe toujours. Oui. Ce n'est pas la maladie existe toujours. Il faut se faire vacciner pour se protéger contre cette maladie. La prise en charge des cas, je voudrais féliciter les mesures prises par le gouvernement dans le cas du retour d'abord dans le cas du Hajj globalement, parce qu'à l'aller, toutes les personnes qui sont allées au Hajj ont reçu des vaccins pour se protéger contre la maladie, aussi bien contre la méningite aussi, c'est habituel. Tous ceux qui vont au Hajj sont vaccinés contre la méningite. Il y a un protocole habituel qui se fait. Et pour dire que pour le retour, les unités de prise en charge ont été réactivées pour prendre en charge d'éventuels cas de COVID-19. Pour le moment, nous avons des personnes positives, testées positives, mais il n'y a pas de cas avec des symptômes avérés qui nécessitent une hospitalisation. Donc, les personnes testées positives qui ne présentent pas les signes sont prises en charge à domicile. Nous savons bien le faire. Cela se fait en lien avec les équipes cas de district et les équipes d'intervention rapide qui sont au niveau des préfectures. Une personne qui est testée, chaque pèlerin qui est testé, nous avons son contact, nous savons où il habite et nous donnons l'information pour qu'il soit suivi une fois arrivé chez lui dans son milieu de résidence. Et que cette personne soit bien cadrée pour ne pas répondre à la maladie. Alors vous l'avez dit, des mesures sont prises. Il y a d'autres questions qui nous sont parvenues. Cette fois-ci, c'est sur la dengue. Nous allons faire le va-et-vient puisque nous parlons des deux. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec la dengue chez nous? Vous l'avez dit, c'est vrai que la personne peut-être ne nous a pas suivis.
Est-ce qu'il y a des moustiques voyageurs? On va reprendre cela pour Oui, pour les téléspectateurs. merci beaucoup, M. Sifou. La dengue, c'est une maladie infectieuse causée par un virus. Un virus, et ce virus est transmis par la piqûre d'un moustique qui est du genre Aedes. Ce moustique-là est présent chez nous. Moustique-là est présent, donc si nous avons quelqu'un qui est le réservoir, qui héberge le virus de la dengue, et qu'il est piqué par ce moustique, il peut contaminer d'autres personnes s'ils ne sont pas protégés contre les piqûres de moustique. Donc, alors j'ai le virus dans mon sang, si le moustique me pique et va piquer un X, ça va de soi que la personne prend la maladie. Et donc c'est ça. Mais vous l'avez dit aussi, les moustiques, quelque part, ils ont appris à se déplacer avec nous, bien évidemment. Bien évidemment. Nous les transportons. Partout, les moustiques dans les marchandises, les moustiques voyagent d'un continent à l'autre. Même dans certains avions, c'est pas tous les avions. Même si on prend des mesures de désinfection, et puis c'est pas tous les avions non plus qui sont aussi confortables et qui respectent toutes les mesures de sécurité. C'est vrai qu'il y en a. Le sujet reste sérieux, comme je le dis. Mais on va détendre un peu l'atmosphère pour que l'on n'ait pas trop peur, vous l'avez dit. Il faut rester juste vigilant, ne pas s'alarmer, ne pas crier garde tout de suite, mais savoir que les mesures qui ont été instituées dans le temps, à nous-mêmes déjà de commencer par les appliquer avant que cela ne soit réinstitué à nouveau. Absolument. Et ça, vous le dites clairement. Et chacun fait la part des choses et décide qu'il doit se protéger et protéger l'autre. Quelles sont les régions du Togo les plus touchées à l'heure actuelle quand on parle de la dengue? Voilà une autre question. La dengue, c'est surtout les cas que nous avons, c'est dans le Grand Lomé, c'est dans la préfecture de Kloto, c'est dans la région des Savanes, d'Apon, c'est à d'Apon, dans la ville d'Apon, on a eu des cas jusqu'à présent. D'accord, vous l'avez déjà dit que quelque part, c'est une maladie qui attache les zones urbaines et puis semi-urbaines. Oui. Imelda nous appelle d'Aguenivé. Imelda, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons. Alors, j'aimerais poser une question sur la dengue. Oui, allez-y. Oui, quelles sont les pour les à l'heure actuelle? Et est-ce que le programme de montage place par les pour venir à aux populations? Alors, j'avoue que ça s'est entrecoupé. Le réseau n'est pas très bon. Vous pouvez reprendre pour nous, Imelda? Oui, je dis que j'aimerais une question à propos de la dengue. Allez-y. Et savoir les régions du Togo les plus touchées à l'heure actuelle. D'accord. Et s'il y a un programme de prise en charge place par l'État pour venir à l'aide aux populations. D'accord, merci. Je me fais le devoir de vous dire que le secrétaire général les a dit tout à l'heure, les régions les plus touchées. Bon, on va reprendre pour les Imelda. C'est le Grand Lomé, c'est le Grand Lomé qui est le plus touché avec... il y a eu des cas à Aného aussi. Oui, le Grand Lomé. Le Grand Lomé, Aného, Kloto, Paliné, Dapaon, qui sont les zones les plus touchées. Alors, vous l'avez dit, c'est une maladie urbaine et semi-urbaine. Donc, les grandes villes sont sous menace et l'on devrait donc faire attention. Elle demande s'il y a un programme de prise en charge global mis en place par l'État qui peut permettre aux populations de s'orienter, de savoir ce qu'il faut faire. Vous avez donné quelques mesures, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même un dispositif qui est mis en place? La dengue est une maladie réémergente, comme on dit. Oui. C'est depuis l'année dernière que nous avons commencé par avoir quelques cas de dengue. Et donc, nous avons les directives pour la prise en charge des cas de dengue. Et le personnel est formé dans toutes les compétences personnelles pour prendre en charge, d'abord faire le diagnostic et prendre en charge les cas de dengue qui surviennent dans le pays. Et essentiellement, les mesures, c'est les mesures de prévention. Oui. Et nous insistons pour que nos concitoyens puissent dormir sous moustiquaire, imprégnés,
L'État, l'année dernière, nous avons fait une distribution de masse de moustiquaires imprégnés. C'est aussi utiliser les répulsifs qu'on applique sur la peau. Les anti-moustiques. Les anti-moustiques. Comme on les appelle. C'est aussi se protéger, porter des vêtements qui couvrent bien le corps. Tout le corps, parce que vous avez dit que le moustique, dans ce cas précis, si a une activité diurne. C'est pas forcément la nuit. C'est pas forcément la nuit. Très tôt le matin. Très tôt le matin et en fin de journée, crépuscule, vers le crépuscule. Et aussi, c'est les mesures d'assainissement au niveau dans nos maisons. Les gîtes larvaires, c'est ce qui est essentiel. Les boîtes de conserve qu'on laisse, les ustensiles, nous sommes en saison pluvieuse. Oui. Les boîtes qui conservent, qui retiennent l'eau pendant quelques jours. Les pneus usés qu'on laisse dans les maisons. Absolument. Et même les creux des feuilles. Les feuilles. Des fleurs que nous avons à la maison. Nos jardins, il faut secouer pour que l'eau puisse s'écouler. Absolument. Ouais. Mais voilà, donc je pense que chacun sait habituellement ce qu'on fait dans le cadre du paludisme. Ça ne change pas. C'est de rester vigilant. Alors là, il y a une autre question. Quels sont les centres de santé qui peuvent prendre en charge les cas, vous l'avez dit, même en périphérie, on peut se faire soigner. On peut se faire soigner. De la dengue. Ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, la dengue, c'est une maladie virale et n'a pas de traitement spécifique. Ah, d'accord. C'est pourquoi nous insistons sur le recours rapide aux soins pour que les patients soient pris en charge précocement pour ne pas arriver à une forme sévère qui peut évoluer vers la mort. Donc c'est là essentiel que la population puisse avoir cette information pour aller vers les centres de santé une fois qu'on présente des symptômes qui s'apparentent à ceux de la dengue. Nous avons un autre appel d'Adjido Gomé. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je tiens à saluer le docteur pour la présentation. Oui. Merci beaucoup pour l'émission, c'est très intuitif. Oui. J'ai une inquiétude par rapport à la dengue. Allez-y. D'accord. Nous savons qu'actuellement, nous sommes en saison de pluie et il y a plusieurs quartiers qui sont inondés. Et à cela, on a plusieurs rétentions d'eau à Lomé. Oui. Dans les interventions du docteur, on a parlé d'assainir la ville et surtout de lutter contre les gîtes larvaires. Oui. Quelles sont les dispositions qui sont prises par le ministère de la Santé et le ministère de l'Urbanisme par rapport aux différentes rétentions d'eau et ces eaux stagnantes qui sont dans les différents quartiers de Lomé? Étant donné que lui-même, dans ses interventions, il a dit que... Il a parlé des mesures d'assainissement. Oui, mais il a dit que le Grand Lomé, c'est-à-dire les milieux urbains, sont les zones les plus touchées. Oui. Alors, c'est la seule préoccupation que vous avez? C'est la seule préoccupation. Merci beaucoup. Alors, monsieur le secrétaire général, est-ce qu'au niveau du gouvernement dans son ensemble, parce que là, la question interpelle tous les secteurs, Absolument. Autant l'urbanisme, il a dit, il y a les hygiènes, les BTP aussi, parce que ça prend en compte tous les secteurs. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, il y a cette approche multisectorielle avec un dispositif clair qui est mis en place pour, disons, se parer, on va dire, aux conséquences, disons, qu'on constate lors de la saison pluvieuse, les inondations notamment, qui retiennent l'eau? Oui, nous tous qui sommes à Lomé, nous voyons ce que le gouvernement a fait comme action en matière d'assainissement de la ville de Lomé. Mais je voudrais dire que la question de la lutte antivectorielle est une question complexe et dense. Oui. Pour arriver à une lutte antivectorielle efficace, c'est de très grands travaux qui nécessitent des sommes considérables. Et du temps. Et donc, c'est dire que c'est un problème qui prendra des années pour arriver à l'assainissement total de la ville. Mais déjà, ce que nous pouvons faire, c'est au niveau individuel dans nos maisons, prendre les mesures pour lutter contre la prolifération des moustiques dans nos maisons et autour de nos maisons. Alors c'est vrai qu'on voit aussi qu'aujourd'hui les caniveaux sont curés, il y a des travaux de dragage, mais ça ne suffit pas. L'inquiétude des gens, c'est de se dire le plus souvent pourquoi est-ce qu'on n'anticipe pas, pourquoi est-ce qu'on attend quand les problèmes arrivent, c'est en ce moment qu'on se déchaîne.
C'est ça surtout la préoccupation des gens. Oui, non, je voudrais aussi intervenir là-dessus pour appeler à notre sens de civisme. Oui. Parce que les caniveaux sont là, mais qu'est-ce que nous observons? Voilà, nous avons ces comportements où on déverse, les déchets solides voilà. dans le caniveau, ce qui est totalement anormal et nous créons des mais je problèmes. pense que les municipalités doivent quand même aussi veiller au grain et investir et surtout être en contact aux populations. C'est pour ça aujourd'hui que les choses sont décentralisées pour qu'on puisse, disons, amener les gens vers ce civisme-là et que chacun se sente concerné. Je fais ça parce que Mohamed nous appelle de Mango, nous le recevons rapidement. Merci. Oui, Mohamed, vous êtes en ligne. Oui, Mohamed, vous êtes en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et l'émission? Ça se passe bien. Dieu merci. Bienvenue à vous. Le docteur, dans son intervention, a dit que les pèlerins qui ont été testés positifs seront accompagnés dans leur district. Et la question que je me pose est, quand ils sont à cet état, ils ne sont pas contagieux, ne vont pas contaminer les autres, ceux qui vont les accueillir, les amener jusqu'à ces jeux. D'accord. Et ce serait pas mieux de les garder quelque part et avant de les convoyer chez eux? Pas quand même à la maison du Hadj. Oui. Bon, c'est la question qu'on se pose parce que les gens sont allés beaucoup et les gens vont les accueillir. Peut-être qu'ils vont louer même des véhicules, seront ensemble jusqu'à leur destination et avant que leur district ne prenne en charge. Question pertinente qui se justifie d'ailleurs et il y a un gros risque. Alors il y a une question qui était en suspens, on va l'accompagner de celle-ci. Là on a demandé à savoir, merci Mohamed, vous avez une autre préoccupation ou c'est fini? Bon, Mohamed est parti. Ok, d'accord, donc vous restez avec nous pour suivre la réponse. Alors combien de cas ont été détectés parmi ces pèlerins, surtout on va dire de manière générale, en ce moment, avant de répondre à la question de Mohamed? Merci beaucoup. Pour les pèlerins qui sont rentrés, je voudrais encore une fois féliciter le gouvernement pour les actions prises pour protéger la population. Nous savons bien que le Hajj est ce que nous appelons les grands rassemblements. Et ces rassemblements, il y a une concentration de personnes avec contact étroit qui favorise la transmission de maladies. Et donc, en partant au Hajj, le gouvernement a pris les mesures pour vacciner les pèlerins, pour les doter de masques et de mesures de protection pour qu'ils aillent. Et puisque c'était annoncé déjà qu'il y a des cas de Covid qui étaient signalés. Oui, donc au cours du Hajj, cette concentration fait qu'il y a, on peut avoir se contaminer la grippe, la Covid-19, la méningite et autres. Donc, ce risque-là existe. Donc, au retour des pèlerins, le gouvernement a pris les mesures pour que chaque pèlerin qui arrive soit testé. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 5 vols qui sont arrivés. Au total, 1400 pèlerins qui sont arrivés. Nous avons 11 positifs. 11 cas positifs. Donc, hier, c'est 606 pèlerins qui sont rentrés. Qui font partie des 1400 que j'ai donnés. Oui, bien sûr. C'est la deuxième vague, on va dire. Voilà. Non, ils font partie. Ça fait au total 5 vols qui sont arrivés au total et qui font 1400 personnes avec 11 positifs. On sait qu'ils rentrent par vague. Par vague. Et donc, le taux de positif, c'est moins de 1%. Si je fais la comparaison avec la tendance au niveau mondial, c'est autour de 6 à 7%. Nous sommes très en deçà. Au niveau mondial, il y a un dispositif de surveillance de la grippe. Et notre laboratoire, l'Institut national d'hygiène, est un laboratoire de référence pour la grippe et participe à ce suivi qui est fait. Et donc, nous devons voir que la situation n'est pas alarmante, mais nécessite qu'on prenne les mesures, que les pèlerins qui rentrent puissent appliquer les mesures de protection. Une fois arrivés chez eux, ne contaminent pas d'autres personnes. Et pourquoi il est nécessaire? Alors, vous avez vu qu'au niveau de la maison du Hajj, le gouvernement a supprimé cette étape-là.
l'étape d'attroupement au niveau de l'aéroport, on a supprimé pour qu'il n'y ait pas de propagation. Comme vous l'avez dit, on va éviter les rassemblements. Déjà, ils ont pris l'avion ensemble pour rentrer. Et alors, l'inquiétude du téléspectateur, c'est ça, les gens étaient ensemble, on les a laissés, ils vont encore prendre des véhicules avec des gens pour rentrer chez eux. Est-ce que le risque de propagation n'est pas grand et est-ce qu'on n'aurait pas pu peut-être faire en sorte que ces gens-là soient, comme il a dit, confinés pour un petit temps? Je comprends sa question, mais si nous voyons comment ça se passe d'habitude à la maison du Hajj, tout à fait, c'était nécessaire que le gouvernement prenne cette mesure-là. Pour que les gens soient rapidement convoyés chez eux. Quand les pèlerins sont arrivés, on les a sensibilisés, donné tous les conseils nécessaires pour qu'ils soient responsables pour protéger même leur santé, protéger leur entourage, pour que cette maladie-là ne se répande pas dans leur communauté. C'est les mesures essentielles. Actuellement, ce que nous pouvons dire, c'est qu'au niveau individuel, chacun doit mettre du sien pour aider les gens. Grégoire nous appelle de Cara. Grégoire, bonsoir. Oui, vous êtes en ligne. Oui. Alors, j'aimerais poser une question. J'ai pris l'émission en cours de route. Oui. Est-ce que des centres de santé sont déjà disponibles pour avertir ou aviser par rapport à ces cas qui arrivent, surtout par rapport à la dengue, pour justement assurer la prise en charge au niveau des personnes déjà touchées? Merci. D'accord. Alors, il veut savoir s'il y a des centres spécifiques, on va dire ça comme ça. Sinon, vous l'avez dit... La dengue, c'est une maladie courante et commune. Et donc, le personnel est formé pour reconnaître les signes de la maladie. Ça fait partie donc des prestations de routine. De routine, absolument. Donc, si vous allez dans tout centre de santé, vous pouvez recevoir les soins appropriés par rapport à la dengue ou toute autre maladie. Quel que soit le niveau donc, du centre de formation, de la formation sanitaire, on peut donc prendre en charge les gens. Je voudrais rappeler que l'organisation du système de santé est de telle sorte qu'au niveau national, ici à Lomé, nous avons des services centraux, mais au niveau des préfectures, il y a des services préfectoraux, mais au niveau des USP, nous avons le système de surveillance va depuis le niveau central jusqu'au niveau périphérique. Et tout ce qui se fait, nous sommes en réseau pour suivre l'évolution des cas. D'ailleurs, ce qui se fait au niveau le plus périphérique, au niveau des USP, nous est remonté par l'intermédiaire du système de surveillance. Les USP, donc les unités de soins périphériques, comme on les appelle. Voilà. Alors, il y a une autre question. Les inondations à Lomé ne seraient pas la cause de la prolifération de ces moustiques vecteurs de la dengue? C'est la question, ça rejoint un peu la question précédente. La question précédente, et je pense que vous avez répondu. Tout ce qui est donc, on va dire, réservoir d'eau, où l'eau stagne, ça reste quand même un risque. À nous de nous protéger, vous l'avez dit, en adoptant les mesures. Il y a un avis, je pense que c'est un commentaire plus ou moins, mais il y a une question avant cela. Bonjour, docteur. Au jour d'aujourd'hui, combien de cas? On avait répondu à cette question. À mon avis, on devrait automatiquement mettre en quarantaine tous les pèlerins dès leur arrivée à l'aéroport de Lomé pour éviter la propagation de la maladie. Ça rejoint un peu c'est trop extrême. C'est trop extrême. Et aujourd'hui, je suis sûr que personne d'entre nous, ni le gouvernement, ni les populations, n'a intérêt donc à aller vers les mesures drastiques. C'est ce que l'on veut éviter les traumatismes qu'on a connus. Parce que je le disais dans mon introduction, nous n'avons pas encore fini de les penser, ces traumatismes et ces émotions que nous avons vécues lors de la pandémie. Et je pense que le gouvernement fait bien en n'y allant pas tout sur du dos de la cuillère. Oui, c'est tout à fait. Donc on va aller mollo, mais en restant vigilant, c'est ce que vous dites. Oui. Alors, c'est vrai, nous n'avons pas eu tort quand même de suivre la maladie, je veux dire l'ensemble du monde entier, parce que vous l'avez dit, on a continué quand même à observer. C'est ça d'ailleurs qui a permis de savoir que très vite, la maladie a été détectée pour qu'on puisse prendre les mesures qui s'imposent au niveau donc des gouvernements de chaque pays, mais aussi au niveau continental, au niveau mondial. Mais en termes de globalité, quelles sont les mesures qui existent aujourd'hui entre, on va dire, les États, vous l'avez dit, le Burkina, le Togo, où la dengue est partie? Est-ce que les pays se mettent ensemble aussi dans des initiatives pour faire en sorte que l'on puisse limiter les dégâts?
Pour le moment, c'est vrai qu'il y a des initiatives, mais pas encore très structurées au niveau. C'est pour le paludisme qu'au niveau de l'espace CEDEAO, et il était question qu'on travaille pour travailler ensemble à l'élimination, par exemple, du paludisme. Et si on travaille pour l'élimination du paludisme, c'est qu'on travaille aussi pour l'élimination de la dengue à travers les mesures à prendre en matière de lutte antivectorielle. Lutte antivectorielle, c'est surtout éviter que les moustiques puissent transporter donc la maladie. Abigail Dagbalapedo, oui. Bonsoir Abigail. Bonsoir. Oui, vous êtes en ligne. Merci pour cette émission. Merci. Alors moi j'ai une question déjà avec le retour de la Covid-19. Oui. Est-ce qu'on aura encore à faire face au port obligatoire du masque ou encore, si je dois aller un peu plus loin, au confinement? D'accord. On en revient au même. C'est la seule préoccupation, Abigail? Bon, Abigail, c'est sa seule préoccupation, elle est partie, oui. Tout de suite, vous dire, Abigail, que nous ne sommes pas au port obligatoire du masque. Le niveau de circulation du virus de la Covid-19 est très faible. Nous n'allons pas jusqu'au port obligatoire, mais porter le masque est utile pour protéger sa santé et la santé des autres. Oui. C'est ce que je peux dire sur la question, pas jusqu'au confinement d'ailleurs pour les pèlerins, on n'est pas arrivé jusque-là. C'est rester vigilant que la maladie, la Covid-19 existe toujours. Avoir conscience, avoir à cœur qu'il y a un risque et qui est là. Et prendre les mesures qui s'imposent au niveau individuel. Absolument. J'ai voulu je le rappelle, qu'au niveau depuis le début de l'année 2024, nous avons eu à tester 1147 cas suspects de Covid-19. Ah oui. Au niveau de l'Institut national d'hygiène. C'est-à-dire que nous ne continuons pas à suivre la situation de la Covid-19. Ce n'est plus une situation alarmante. Pourquoi on ne communique pas là-dessus? Mais nous devons rester vigilants que cette maladie existe et rester prudents en observant les conseils que le ministère, les prestataires de santé, de soins de santé et les services publics surtout nous délivrent comme c'est vrai, vous l'avez dit, nous ne sommes pas encore à l'étape des directives à clairement parler, mais au niveau individuel il faut quand même que chacun puisse se dire il y a une menace qui est là, et si on commence d'ailleurs tôt à appliquer donc ces quelques mesures barrières, on va éviter d'arriver justement à une institution du port obligatoire, comme les gens le disent. Il vaut mieux que nous voyons cette hantise que les gens ont vis-à-vis des masques, le port obligatoire du masque et les autres mesures. C'est dire que la Covid-19, c'est une maladie qui existe. Nous avons vu les dégâts causés par cette maladie. C'est surtout encore inviter les personnes âgées, les personnes qui vivent avec les maladies chroniques et les personnels de santé à se vacciner contre la Covid-19 pour ne pas arriver à des formes graves au cas où cette maladie survenait. Alors plus on limite déjà donc la propagation de la maladie, on y gagne mieux à ne pas arriver aux extrêmes, comme vous l'avez dit. C'est ce que tout le monde craint. Les gens se demandent si on va encore repartir pour ce qu'on a vécu ou tout s'est arrêté. Mais rassurons-nous quand même on n'est pas à cette étape. On n'est pas à cette étape et que nous n'allons pas y arriver si nous mettions à faire des nôtres pour que chacun puisse quand même se sentir un peu plus en confiance surtout et dire que l'on fait quelque chose pour soi, mais aussi pour sa famille, sa communauté. Alors, vous le dites, ce que les gens craignent, c'est un peu ça. Mais là, l'ennui, cette fois-ci, encore là où il faut interpeller les gens, docteur Otobé, c'est de dire aux gens qu'il y a une nouveauté, c'est que justement, cette pandémie ne s'annonce plus seule. Je l'ai dit dans mon introduction, c'est qu'elle allait se trouver un ami, un compagnon, qu'elle a dengue, et là, ça accroît encore le risque. Oui, la dengue
comme je l'ai dit, c'est une maladie connue depuis, mais qui réémerge à cause des conditions favorables à l'éclosion des moustiques qui sont vecteurs de cette maladie. L'essentiel auquel nous pouvons appeler nos concitoyens, c'est les mesures de prévention, c'est d'observer les mesures de prévention, dormir sous moustiquaire imprégné. Comme vous l'avez dit. Oui, c'est appliquer les répulsifs pour se protéger contre la piqûre des moustiques, mais c'est aussi les mesures à prendre pour détruire tout ce qui peut constituer les gîtes larvaires dans nos domiciles, autour de nos domiciles, pour ces moustiques-là, pour nous mettre à l'abri de la dengue. Et en cas de survenue de la dengue, il faut aller dans les centres de santé pour recevoir les soins appropriés de façon rapide. Alors vous le dites si bien d'ailleurs, et nous allons le rappeler, et nous n'allons pas le rappeler assez dans cette émission, parce qu'il y a des gens qui nous prennent au vol, qui n'ont peut-être pas entendu. La dengue, comme le paludisme, se transmet par la piqûre d'un moustique qui est le vecteur. Et une fois donc on limite l'activité du vecteur, on se rend service, et surtout notez aussi que la dengue c'est dans la journée et que ce n'est pas la nuit. Donc on a deux menaces qui nous prennent de jour comme de nuit, et donc il faut rester vigilant comme vous le dites. Voilà qui est dit. Nous sommes en train donc d'aller vers la fin de notre émission, mais nous allons continuer encore un peu. Vous l'avez dit aujourd'hui, ce qu'il faut dire au personnel médical, c'est d'être le plus vigilant possible, parce que c'est eux qui reçoivent les malades. Le plus souvent, on oublie ces gens-là, et c'est eux d'ailleurs qui vont encore refiler la maladie aux patients qui viennent à l'hôpital. Les gens ne vont pas venir et transporter des infections noso. Oui, SG. Oui, absolument. Mais en même temps, il faut aussi leur donner les moyens de pouvoir, parce qu'il y a ça aussi qui fait débat. Oui, le personnel médical se plaint de ne pas avoir les moyens nécessaires. L'État fait le nécessaire pour apporter tout ce qu'il faut aux personnes de santé pour que nous puissions apporter les soins de meilleure qualité à la population. Alors, notre téléspectateur insiste, il tient à ce que des mesures soient prises dès à présent pour que les taureaux soient attrapés par les cornes. On ne doit pas attendre que la situation dégénère avant de commencer par prendre des mesures drastiques, contraignantes, telles que les couvre-feux, le confinement. Oh là là. Non, n'allez pas. Il met le curseur très très loin. Il faudrait rassurer la population que nous ne sommes pas au stade où nous sommes. Il n'y a pas de crise concernant la Covid-19. Ce que nous faisons, c'est des mesures de protection de la population pour que les quelques personnes, nos frères, nos sœurs qui sont arrivés du Hajj, qu'ils prennent ces mesures, se protègent pour que leur entourage ne se contamine pas, et nous n'arriverons pas à des flambées de Covid-19. Et il faut éviter aussi en même temps la stigmatisation. Il ne faut pas que dans les familles, alors les gens soient dotés comme étant donc ceux qui amènent le malheur à la maison. Le port de masque, comme je l'ai dit dans l'émission, aussi bien le port de masque, le lavage des mains, l'utilisation de gel solutions hydroalcooliques, c'est des mesures nécessaires et utiles pour protéger notre santé, protéger notre Voilà, donc dans les SNS, nous avons connu dans le passé le service sautement et puis les Sama du service d'hygiène qui faisait l'hygiène dans nos villes. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Je voulais savoir les raisons. La deuxième préoccupation, les pays comme les îles Maurice, le Cap-Vert ont éliminé le paludisme. Quel est leur secret? Le Togo ne peut t-il pas emboîter les pas de ces pays-là? On va revenir donc à la première question. Sotoema, Sama, les Tangassi comme certains les appellent. Il y a la jeune génération qui n'a pas connu ça. Il y avait une police d'hygiène quand même. Police d'hygiène, oui, qui sévit. Non,
On se demande pourquoi tout ça, ça a disparu. Et qu'est-ce qui les remplace surtout? Non, le ministère de la Santé a une direction centrale qui est la direction de l'hygiène et de l'assainissement de base, a des divisions avec des démembrements au niveau des districts sanitaires et les agents qui jouent le rôle. Progressivement, nous y arriverons. Et il y a des descentes dans les communautés. Si vous saisissez les services de santé, services d'hygiène au niveau des centres de santé, vous verrez qu'ils prendront une mesure pour venir intervenir, et le problème que vous observez, le problème d'hygiène que vous observez dans votre environnement, ils vont aider. Donc j'encourage à faire recours à ce service-là, qui peut être utile. C'est vrai aussi qu'ils font quand même de la sensibilisation habituellement. Ceux qui ne sont pas encore desservis, prière, donc vous renseignez. Mais c'est aussi ça le problème, on ne donne pas la visibilité à nos institutions et aux directions qu'on a. Les services publics ne sont pas connus des populations. Et ça fait d'ailleurs qu'on ne consomme pas les services délivrés. Et ça aussi, il faut faire cet effort de communication qui est un déficit énorme qu'on observe. On ne le dira jamais assez. Alors, on va arriver, on est à la fin de l'émission, on va aller rapidement, monsieur le secrétaire général. L'île Maurice, le Cap-Vert ont éliminé le paludisme. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Oui, l'île Maurice, le Cap-Vert, c'est de petits pays, pas de grande population, non pas. Au Togo, disons que nous faisons déjà quelque chose qui est très bien avec le programme national de lutte contre le paludisme, des actions qui nous conduisent progressivement, nous arriverons à cette élimination du paludisme. Nous travaillons pour cela avec les différentes actions que le gouvernement met en œuvre. Nous arriverons à la mesure de nos réalités, de nos moyens aussi. Les campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés, c'est beaucoup de milliards qui sont investis par le gouvernement. L'année prochaine, nous introduirons la vaccination contre le paludisme. C'est dit qu'il y a des actions qui viennent, qui vont dans le sens d'arriver à l'élimination du paludisme dans un moyen terme. C'est juste que parfois les problèmes nous dépassent aussi et que peut-être on a laissé certains goulots d'étranglement s'enliser. Je ne vous le ferai pas dire. On est à la fin de l'émission, c'est le secrétaire général. Si vous avez encore un dénouement à placer, et puis nous allons nous rendre l'antenne, bien évidemment. Mais merci beaucoup, M. Issifou. C'est rassurer, mon message, c'est rassurer la population que la Covid-19, il y a des cas de Covid-19 dans notre pays, il y en a dans plusieurs pays dans le monde, mais cette situation n'est pas une situation alarmante, il ne faut pas s'affoler. Nous invitons nos frères et sœurs pèlerins à observer les mesures de protection qu'on leur les conseils qu'on leur a délivrés. Qu'ils suivent les conseils pour protéger leur entourage contre la Covid-19. La dengue, c'est une maladie virale bien connue, c'est transmis par la piqûre de moustiques. Les conseils, c'est d'abord dormir sous moustiquaires imprégnés, c'est utiliser les répulsifs des moustiques, c'est aussi prendre les mesures pour détruire tout ce qui peut être gîte larvaire dans nos maisons, autour de nos maisons. C'est aussi le port d'habits qui nous couvre pour éviter les piqûres de ces moustiques qui transmettent la dengue. Donc, merci infiniment à SOS Docteur TV. Merci aux téléspectateurs pour nous avoir suivis au cours de cette émission. Docteur Kokou Otobe, vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Merci d'être passé. Merci à vous aussi. Nous n'hésiterons pas à vous faire appel si besoin est encore. Bon retour chez vous. Reprenez du service et que Dieu nous protège tous. Chers téléspectateurs, les mesures sont énoncées. La dengue, c'est une maladie connue, il l'a dit, et donc en milieu hospitalier, la prise en charge est garantie. La Covid-19, nous la connaissons, cette pandémie, nous connaissons ce virus, nous avons appris à le côtoyer, on sait comment le gérer. Nous ne sommes pas encore au niveau des émotions, mais déjà pour ne pas y arriver, il faut être vigilant et observer donc les mesures barrières de base, et puis nous serons à l'abri. Merci donc de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes, le meilleur reste à venir. À très bientôt.